Il nous plonge direct dans la fracture actuelle au sommet de l'État. La tension entre le nouveau président et son premier ministre. Voilà, donc on a Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président, et Ousmane Sonko, son premier ministre. Et selon l'auteur, Diomaye Faye aurait déjà pris goût au, je cite, plaisir de la fonction. Ah bah le pouvoir, ça change un homme en fait. Ouais, et sous l'influence de l'ancien système, il viserait déjà un second mandat. Sauf qu'il a un gros problème mathématique sur les bras. Ousmane Sonko lui-même. Exactement. Sonko est tellement populaire que le président peut pas juste le virer. C'est impensable. Du coup, d'après l'auteur, Faye opérerait ce qu'il appelle une purge indirecte. C'est-à-dire qu'il cible l'entourage, c'est ça? C'est ça. Les directeurs généraux, les présidents de conseil d'administration, les hauts fonctionnaires qui sont fidèles à Sonko. Et l'auteur cite même un proverbe sénégalais hyper parlant pour illustrer ça. Lequel? Je passe par ceux qui te sont proches pour t'atteindre. Ouch. Ouais, c'est très clair. Le but serait de pousser Sonko à bout pour qu'il démissionne lui-même. Alors, ok, décortiquons un peu ça. Est-ce que c'est le scénario classique de l'empereur qui se débarrasse du faiseur de roi devenu trop encombrant, ou il y a une dimension culturelle unique là-dedans ? Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'ingénierie de la paralysie institutionnelle. C'est-à-dire ? En fait, attaquer Sonko frontalement, c'est un suicide politique. Le mec a une légitimité populaire écrasante. Le président a la signature, le décret, ok. Mais Sonko, lui, il a la rue. Il a l'onction du mouvement, ouais. Voilà. Donc, pour neutraliser cette menace, sans déclencher une émeute, la seule stratégie pour le nouveau pouvoir, toujours selon l'essai bien sûr, c'est d'isoler l'adversaire bureaucratiquement. On la sèche, quoi. C'est exactement le mot. Tu coupes ses relais d'influence. C'est une vraie guerre de tranchées administratives. Mais du coup, pour comprendre pourquoi Sonko a ce statut d'intouchable, pourquoi on est obligé de faire toutes ces manœuvres byzantines, il faut faire un petit bond dans le passé. Ah oui, le fameux parcours sacrificiel. C'est le cœur de l'argumentaire. Absolument. L'essai explique que depuis 2019, Ousmane Sonko, qui est surnommé le gardien de la révolution dans le texte, il mène une lutte sans merci contre l'ancien régime de Macky Sall. Pour lutter contre la corruption et la dictature, selon les mots de l'auteur. C'est ça. Et la liste des épreuves qu'il aurait subies, elle est hallucinante. L'auteur parle d'accusations montées de toutes pièces, comme l'affaire Adji Sarr, même des accusations de terrorisme. Oui, on parle même d'accusation de création d'une force spéciale pour une insurrection. C'est pas rien. Mais le détail qui m'a vraiment scotché dans le texte, c'est cette histoire d'assignation à résidence. Ah, les fameux 56 jours. Ouais, plus de 56 jours, sans aucune base légale, judiciaire. Juste une décision du ministre de l'Intérieur. Et les conditions décrites, elles sont draconiennes. C'est-à-dire, concrètement? Périmètre bouclé, enfants interdits d'aller à l'école, les épouses bloquées à l'intérieur, plus d'électricité, plus d'internet. Ah oui, on est sur un enfermement total. Pire que ça, l'auteur évoque même une tentative de les affamer en empêchant leur ravitaillement. C'est dingue. On dirait une tactique de siège médiéval, mais appliquée à une maison familiale en plein Dakar au XXIe siècle. C'est sûr que l'image est forte. Et la citation de Sonko qui ressort de cette période, elle pose le personnage, il dit en gros « Je suis prêt à mourir si ma mort peut sortir mon pays de la pauvreté et de la corruption ». C'est là que le mythe s'est créé en fait. Mais justement, comment le fait de survivre à un siège pareil, ça modifie le poids politique d'un gars face au peuple ? Si on relie ça au contexte plus large, c'est le mécanisme classique de l'échec de la répression aveugle. Comment ça ? Quand un État utilise une force aussi disproportionnée et en dehors du cadre légal, il perd toute sa légitimité aux yeux du peuple. Résister à ça, à cette tentative d'anéantissement physique et social, ça forge une légitimité charismatique qui dépasse, mais de très loin, le simple cadre des institutions. Sonko devient un martyr vivant, quoi. C'est ça. Il n'est plus juste un politicien avec un programme. Il devient l'incarnation de la résistance à l'arbitraire. Surtout quand on voit la machine qu'il avait en face, enfin, la machine telle qu'elle est décrite par les séistes. Oui, le texte dresse un portrait terrifiant de l'appareil d'État de l'ancien président Macky Sall. Terrifiant, c'est le mot. L'auteur ne parle pas juste de dérive, il parle d'une machine répressive prête à tout pour éliminer un adversaire. Il accuse directement le pouvoir d'avoir manipulé la justice. Avec ses fameux magistrats remplaçants. Ouais, il les appelle les magistrats TGV, tellement les procès allaient vite. C'était du sur-mesure pour obtenir des condamnations expresses. Mais le récit va encore beaucoup plus loin dans l'ombre. Complètement. Là, on rentre dans les allégations qui ressemblent à un thriller d'espionnage. Omar Diop affirme qu'une milice de la terreur aurait été créée pour kidnapper, torturer et même tuer les sympathisants de Sonko. Rien que ça.
c'est des accusations d'une gravité extrême. Et attends, c'est pas fini. Le détail le plus choquant du texte, c'est l'histoire du financement. On parle de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards! Ah oui, de l'argent qui aurait été sorti des circuits officiels pour acheter des armes. Et tu sais par qui ça aurait transité? Vas-y, dis-moi. Un chef de la mafia nigériane, recherché internationalement. Waouh. Ok. Là, on est dans un autre niveau d'accusation. Et puis il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. L'auteur l'accuse carrément d'avoir fomenté un faux attentat terroriste. Un faux attentat. Dans quel but, selon le texte? Pour avoir un alibi, justifier l'interdiction du parti PASTEF, mettre tous les cadres en prison, dont le futur président Diomaye Faye d'ailleurs, et rayer Sonko des listes électoraux. Ah oui, l'arsenal complet de la répression politique. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie au fond? Face à des allégations aussi extrêmes, la mafia nigérienne, les milliards disparus, les faux attentats, comment ça influence la confiance du public envers l'État? Qu'on y croit ou non, le simple fait que ces récits existent, ça fait quoi? C'est une question très importante, parce qu'il faut vraiment garder une distance critique face à ces affirmations. Mais la simple diffusion de ces narrations montre une chose, la rupture totale de la confiance démocratique. Il n'y a plus aucun pacte social en fait. Exactement. Quand la polarisation est telle que la population est prête à envisager que son propre gouvernement fomente des attentats contre elle ou deal avec la mafia, la réalité partagée n'existe plus. C'est la guerre totale de l'information. Et le pacte de sécurité entre l'État et le citoyen est mort. C'est sur ces cendres-là, dans ce climat de défiance absolue, que l'événement le plus dingue du récit va se produire. Ah oui, le fameux miracle électoral. La transition est juste vertigineuse. Le retournement de situation par excellence. C'est ça. Donc l'État pense avoir gagné, le parti est dissous, Sonko est en prison et écarté de la course. Sauf que, selon Diop, Sonko n'a pas soif de pouvoir. Il est dévoué à son projet avant tout. Exactement. Donc, depuis sa cellule, il donne la consigne à ses partisans de voter pour son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, qui est lui aussi en prison. Le transfert de charisme, c'est hyper dur à faire en politique, mais là, la consigne fonctionne comme une injonction absolue. Et la suite est folle. Ils sortent de prison, ils font une campagne éclair de 10 jours, et Diomaye Faye remporte l'élection des premiers tours. Ce qui est une première historique au Sénégal pour un parti d'opposition. Ça prouve l'impact colossal de Sonko sur les électeurs. Sauf que, retour au présent. Le retournement de la médaille. Voilà. Diomaye Faye s'installe au pouvoir, et là, patatras. Selon l'auteur, il abandonne le projet initial, il oublie les promesses de justice pour les victimes de la répression, et il s'entoure des membres de l'ancien régime. Ceux-là même qui les mettaient en prison hier, quoi. C'est ça. Et il laisse même ses nouveaux partisans insulter Ousmane Sonko publiquement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ironie est tragique, non? C'est un vrai paradoxe. Le mec sacrifie sa candidature pour sauver le mouvement, et il se retrouve marginalisé par l'avatar qu'il a lui-même placé sur le trône. C'est vraiment la dichotomie classique entre le pouvoir de l'ombre, donc l'influence populaire de Sonko, et le pouvoir institutionnel, la présidence de Faye. Comment ça tient, ce genre d'équilibre? Ça montre la difficulté de maintenir une idéologie de rupture quand on se frotte aux réalités du pouvoir. Un avatar en politique, quand tu l'investis du pouvoir constitutionnel suprême, il développe son propre instinct de survie. Il veut tuer le père, en quelque sorte. Exactement. Le pouvoir présidentiel n'admet pas la tutelle. L'existence même de Sonko rappelle à Faye qu'il doit sa place à un prêt stratégique. Pour exister, il doit s'émanciper de cette dette. D'où la purge et les humiliations. Sauf que Sonko refuse de démissionner. Malgré les insultes et la mise à l'écart de ses proches, il s'accroche. Parce qu'il considère qu'il a juré de travailler pour la nation, pas pour son ego personnel. C'est ce qu'il dit, ouais. Et stratégiquement, refuser de partir, c'est refuser de jouer le jeu de l'adversaire. Si la cible ne cède pas à la guerre d'usure bureaucratique, ça paralyse le système. Ça force le pouvoir à assumer un conflit ouvert au sommet de l'État. Ce qui pourrait remettre le feu aux poudres dans la rue. Tout à fait. Écoute, cette plongée dans les chroniques d'Omar Diop, ça nous offre bien plus qu'une simple leçon de politique sénégalaise en fait. Ah oui, c'est une étude hyper universelle. Grave. Ça parle de la nature éphémère, des alliances, du coût humain de la résistance et surtout de la façon dont l'accès au pouvoir peut complètement altérer les idéaux les plus profonds.
C'est le fragile équilibre entre la légitimité de la rue et l'autorité des urnes. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un truc pour ceux qui nous écoutent. Si un mouvement politique qui s'est forgé dans la douleur extrême et qui est porté par un soutien populaire aussi massif, si ce mouvement-là peut se fracturer d'une façon aussi foudroyante une fois arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que ça dit de la nature humaine, voilà. C'est ça. Est-ce qu'on doit juste blâmer la nature corruptible des individus, livrés du pouvoir, ou alors, et c'est peut-être la question la plus importante, doit-on se demander si l'architecture même du pouvoir présidentiel n'est pas conçue pour ça? C'est-à-dire conçu pour isoler. Ouais. Est-ce que ce besoin de verticalité absolue n'est pas conçu